Récemment nommés, les gouverneurs militaires du Nord Kivu et de l'Ituri ont voulu d'abord échanger avec les présidents du Sénat face à la lourde tâche qui les attend, raison de leur réception par Bahati Lukwebo. Encore une fois, Marie-Olive Lembe voit le score des nécessiteux. Dans les Haut-Katanga, l'épouse de l'ancien chef de l'État vient de prendre en charge l'intervention chirurgicale des enfants nés avec des malformations congénitales. Télé 50 continue à susciter de l'admiration par sa notoriété. Ce samedi, elle a été visitée par des étudiants de 3e graduat de l'ISIPA. Ses disciples de Jean-Marie Kassamba ont également passé en direct leur examen de fin d'études sur l'entrepreneuriat. Et puis en sport football, la ville de Kinshasa va vivre ce dimanche au rythme du choc entre le Daring Club Motema Pembe et les Vita Club au stade des Martyrs. Ce derby quinois compte pour la suite du championnat de la Vodacom Première Ligue. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Les gouverneurs militaires récemment nommés par les chefs de l'État dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu ont été reçus ce samedi par le président du Sénat. Ils sont allés consulter Modeste Bahati Lukwebo par rapport à la lourde mission leur confiée. C'est un échange républicain entre le président du Sénat et les gouverneurs et vice-gouverneurs, militaires et policiers de l'Ituri et du Nord Kivu. Modeste Bahati Lukwebo, qui s'est réjoui du choix opéré par le commandant suprême des FARDC et de la police, a prodigué des sages conseils à ces hommes jugés expérimentés et dont la lourde mission est de restaurer la paix dans la partie orientale du pays, théâtre des massacres et des pillages depuis plus de 2 décennies. En toute mission délicate comme celle-ci, il faut se confier à Dieu, croire en ce que l'on fait tout en étant optimiste, a martelé Modeste Bahati Lukwebo, en ajoutant que dans cette mission, tous leurs faits et gestes sont analysés. Conscients de cette lourde responsabilité, ils ont dit au président du Sénat leur détermination à mettre fin à cette situation très instable. Nous venons de recevoir dans des conseils, des encouragements pour que la tâche qui nous attend n'est pas facile. La tâche est délicate et qui nous demande une approche globale. Ainsi, les encouragements de tout le monde, de tout Congolais, de tous nos politiciens et de toute notre population nous amèneront certainement à la victoire. Pour rappel, le lieutenant-général Luboya Nkashama a été nommé gouverneur du Nord Kivu. Il sera secondé par les commissaires divisionnaires de la police, Alonga Boni Benjamin, et le lieutenant-général Constant Dima a été nommé gouverneur de la province de l'Ituri, avec comme vice-gouverneur le commissaire de la police Ekuka Lipopo. Élection des gouverneurs dans les provinces stables pour pallier ces problèmes, la mise en place d'une commission interministérielle pour examiner la taxe RAM et la mobilisation des moyens afin de permettre aux professeurs de produire des syllabus. C'est l'essentiel du compte-rendu du 2e Conseil des ministres présidé hier par les présidents de la République par vidéoconférence. Je vous convie de suivre le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Préoccupés par l'instabilité au sommet de certaines de nos institutions provinciales, caractérisés par la déchéance de certains gouverneurs de province et des conflits permanents entre des gouverneurs et des assemblées provinciales, le président de la République, chef de l'État, a chargé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de se mettre en contact avec la Commission électorale nationale indépendante CENI pour procéder à l'organisation des élections de gouverneurs dans les provinces concernées. Il faudrait par la suite que le ministre de l'Intérieur organise de séminaires réunissant les assemblées provinciales ainsi que le gouverneur pour trouver un modus operandi qui apporte la stabilité dans nos provinces. Au sujet de l'enseignement supérieur et universitaire, après la visite qu'il a effectuée le mercredi 5 mai 2021 dans quelques universités et instituts supérieurs, le président de la République a demandé au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire de mobiliser des moyens à mettre à disposition de professeurs pour faciliter la production des syllabus et répondre ainsi à la demande formulée par les étudiants quant à ceux. Il a en outre donné des orientations au ministre de l'ESU pour travailler avec son collègue de transport et voies de communication
en vue de mettre à disposition en matinée et en fin de journée des bus pour faciliter la mobilité des étudiants. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a également noté le mécontentement des utilisateurs des réseaux de communication vis-à-vis des méthodes de prélèvement de faits des rames initiées par l'autorité des régulations de postes et de télécommunications. Quant à la taxation de ces services, il a suggéré la constitution d'une commission interministérielle pour examiner cette situation afin d'éclairer l'opinion. Autre chose, rencontre entre le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants et l'inspectorat général des FARDC en présence de la vice-ministre Séraphine Kiloubou et plusieurs autres officiers généraux et supérieurs. Le docteur Gilbert Kabanda Kourenga a rappelé la mission principale de cet organe de contrôle filière de son ministère. Il a eu par la même occasion à retracer en bref les grandes lignes de son programme à la tête du ministère de la Défense. Sous une matinée pluvieuse, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a rendu hommage au général-major Fernand Kabeya, décédé le 27 avril dernier, ensemble avec la vice-ministre Séraphine Kiloubou et plusieurs autres officiers généraux. Le chef de l'outil de la Défense, le docteur Kabanda Kourenga Gilbert, a honoré la mémoire d'un grand formateur qui devait être inhumé samedi. Sans abuser du temps, le chef de l'outil de la Défense a eu une séance de travail avec l'inspectorat général des FARDC. Au sommaire, le chef de l'outil de la Défense voulait jauger si ces grands départements de son ministère avaient encore l'œil et les bons sur le rôle à jouer au sein de l'armée congolaise qui fait face à l'état de siège. L'inspectorat a fait le briefing sur son rôle en analysant également le rapport de sa dernière mission dans la 3e zone de défense basée sur l'évaluation en capacité des éléments de cette entité de la défense. Face aux animateurs de cet organe de contrôle, d'audit et d'inspection, Gilbert Kabanda a donné les grandes lignes de son mandat à la tête du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants basé sur l'éthique et la formation, piliers qui seront d'ailleurs lancés dans les futurs les plus proches pour une armée qui a des défis à relever. Et puis l'Institut pour la conservation de la nature, ICCN, a réceptionné une quantité importante de timbres de sécurité en provenance de Genève, siège du secrétariat mondial de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvage menacées d'extinction. Signalons que c'est pour la première fois qu'une action pareille a été faite sur fonds propres de l'ICCN, contrairement aux vieilles habitudes du passé où l'on recourait à la prêt de certains exploitants. Cette action s'inscrit dans le cadre de la réforme de la CITES en RDC qui recherche à crédibiliser l'ICCN sur le plan tant national qu'international afin de la sortir de la liste noire où elle se trouve depuis l'année 2016 par la suite de multiples antivaleurs qui ont élu domicile dans le secteur du commerce international des espèces de faune et de la flore sauvage. Pour sécuriser les commerces. Sous l'impulsion du directeur général de l'ICCN, le pasteur Cosima Wilungula, plusieurs autres actions ont été menées. Ce que nous avons ici comme registre de permis à la remise et reprise. Ça c'est avant, ça c'est après. Regardez comment il est, on ouvre là, c'est circuitable, voilà. Vous voyez les informations qui sont là-dedans. C'était l'absence de tout ça. Comment, rien que pour ça, les pays peuvent être inscrits sur la liste noire à cause de la non-tenue. Et les permis étaient gardés dans les tiroirs. C'est mentionné dans les rapports. Ça, c'est avant la réforme. Après la réforme, les permis sont dans les coffres forts. D'autre part, le professeur Augustin Ngumbi, directeur coordonnateur de la CITES, a représenté la RDC à la 73e session du comité permanent de la CITES organisée en virtuel sur la plateforme Kudo du 5 au 7 mai. Du comité permanent ainsi est constitué, nous pensons que le groupe de travail intersession devrait commencer ses travaux après la 31e réunion du comité pour les animaux
et prendre en considération les résultats de la C31, les contributions. Il a représenté à cette session la plateforme de gestion informatisée de la CITES qui fait classer la RDC parmi les rares pays du monde et qui utilise le système électronique dans la délivrance des permis et a fait inscrire cette dernière sur la liste des membres du groupe de travail sur le système électronique et technologique de l'information après avoir constaté l'absence criante des pays d'Afrique francophone dans ce groupe. Je le disais au sommaire, privés des moyens suffisants pour soulager les maux de leurs enfants nés avec des malformations congénitales. Des familles libérées de ces maladies ont remercié l'épouse de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour son implication. Et c'est l'équipe du neurochirurgien Jeff Talaja, coordonnateur du centre hospitalier Marie-Olive Lembe Kabila, qui a réussi plutôt ses interventions délicates et coûteuses dans le Haut-Katanga. Arlette Boutella. L'installation de l'ASBEL Initiative Plus Olive Lembe Kabange dans le Haut-Katanga est une aubaine pour les familles de cette partie de la RDC qui ont vu leurs enfants souffrant d'hydrocéphalie être totalement pris en charge par les spécialistes pour des soins appropriés grâce à Marie-Olive Lembe Kabila. Jeff Talaja, neurochirurgien, explique les différents cas reçus. Dont les familles sont démunies, qui ont des sérieux problèmes, qui ont contacté la présidente de l'ONG, Marie-Olive Lembe Kabila, pour leurs enfants qui ont des problèmes de malformation, qui avaient aussi un syndrome polymalformatif, donc la tête et les os. Toutes les interventions se sont bien passées, il n'y a pas eu d'incident. Ce sont des interventions qui demandent assez de moyens. Ici déjà, Lumumba, une intervention pareille, ce n'est pas moins de $3 500. Déjà, si on doit les prendre en charge, vous voyez ce que ça signifie. Ce sont des familles qui ne trouveront jamais cet argent pour être soignées. La conscience de l'épouse de Joseph Kabila en l'expertise locale est plus qu'un encouragement. C'est vraiment un grand honneur et un grand plaisir et de saluer le fait que maman Olive n'a pas arrêté l'élan qu'elle avait pris depuis maintenant beaucoup d'années, dès la première mission qu'on a connue ici au Katanga. Et elle a continué donc à soutenir toutes ces familles en difficulté. La présidente de Initiative Plus OLK laisse encore des traces indélébiles dans les familles des bénéficiaires. Dans le désespoir, je ne savais pas que mon enfant allait guérir aujourd'hui. C'est grâce à maman Olivier. Opérés, ces patients resteront pendant 10 jours à l'hôpital jusqu'à la cicatrisation totale. Intervention réussie avec succès par l'équipe du Dr Talaja et notée comme une première action de l'ASBEL Initiative Plus OLK au Katanga. Et toujours dans le Haut-Katanga, on parle du lancement ce samedi de la vaccination contre la Covid-19. C'est le ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi, qui a lancé l'opération au nom du gouverneur des provinces au centre médical de la communauté. La vaccination contre la Covid-19 dans le Haut-Katanga a commencé avec 8 candidats volontaires, dont le ministre provincial du budget, Christian Moumat, le médecin directeur de CMC et d'autres. L'opération a 4 étapes fondamentales. Tout commence par la clinique, suivie de la vaccination, la gestion des effets secondaires en cas de signes et la remise des cartes. Les premiers candidats sont passés par toutes ces étapes pour montrer l'exemple. Bien avant le lancement de la vaccination, le ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi Boulanda, a dans son speech invité toute la population haut-katangaise à se faire vacciner volontairement pour lutter efficacement contre le coronavirus. Nous invitons donc solennellement les personnes cibles à accepter de se faire vacciner car le vaccin est efficace et nous montre partout ailleurs un impact positif sur la pandémie à Covid-19. Dans le contexte épidémique mondial actuel, se faire vacciner est plus qu'un geste personnel, un acte de santé publique, de solidarité et de charité envers les plus vulnérables. La priorité est accordée d'abord au personnel soignant pour leur proximité avec les malades, à ceux qui souffrent de maladies chroniques et à ceux qui ont 55 ans au-delà. Après les lancements officiels, le ministre a visité d'autres centres de vaccination, dont le centre Diamant,
et l'hôpital Sendoué. Il faut noter que Dr Joseph Sombi Boulanda s'est fait aussi vacciner dans la matinée à Medipark, le 4e centre de Lubumbashi. Et à l'aménagement du territoire, clôture ce samedi par le ministre d'État Guilo Ndomboyo de l'atelier des réflexions sur l'état des lieux de ces secteurs. Pendant 3 jours, les administratifs et techniciens du secteur ont produit un travail de qualité qui permettra justement au ministre d'État d'élaborer sa feuille de route. Après 3 jours de travaux intenses, les techniciens du secteur ont produit un travail de qualité qui permettra à l'aménageur national d'élaborer sa feuille de route en vue d'accomplir la mission lui confiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans ces secteurs, piliers du développement de la RDC. Après les avoir écoutés, le ministre d'État Guy Luando a rappelé son engagement à travailler pour diversifier les sources de financement de son secteur et pour y arriver, il ne ménagera aucun effort pour que le projet de loi sur l'aménagement du territoire soit voté puis adopté par les 2 chambres du Parlement avant sa promulgation par le chef de l'État et la création du Fonds national de l'aménagement du territoire. Pour moi, la priorité des priorités, c'est la création le plus rapidement possible par le décret du Premier ministre du Fonds national d'aménagement du territoire qui va nous donner des moyens de notre politique d'aménagement du territoire. Je ne ménagerai aucun effort pour que vos attentes puissent trouver les réponses appropriées pour l'amélioration des conditions de travail afin de permettre au ministère de répondre aux attentes et aspirations de notre population de vivre dans un territoire bien aménagé. Guy Ndomboyo a aussi pris l'engagement d'implémenter la culture de la transparence dans la gestion des finances publiques pour éviter les inégalités dans la gestion de l'administration de l'aménagement du territoire. Lutter contre l'insécurité et les accidents des circulations routières. La 2e phase de la réhabilitation de l'éclairage public a été lancée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, une opération qui intervient quelques semaines après sa livraison à la Société nationale d'électricité. La 2e phase des travaux de réhabilitation de l'éclairage public à Kinshasa lancée par le gouverneur Jean-Tini Ngobila concerne les avenues de Libération ex-24 novembre du 30 juin au rond-point Mollard, Huileri, des Triomphales au boulevard du 30 juin et Kassavubu du boulevard Sendoué à Kitambo Magasin. L'objectif de l'autorité urbaine est d'éclairer toutes les grandes artères de la ville afin de lutter efficacement contre l'insécurité. L'éclairage public, non seulement elle aide à la sécurité des gens qui vont pouvoir se déplacer à travers la ville, mais aussi des véhicules. Elle participe également à la vie économique et sociale. C'est une source d'activité économique et sociale dans une ville digne de ce nom. Ces travaux prendront 21 jours, à en croire Alain Bokele de la Société nationale de l'électricité, qui précise également que son entreprise accompagne le gouvernorat. Nous ne sommes qu'un service technique qui vient à l'appui à la ville pour pouvoir faire les travaux. Ces luminaires sont venus parce que ce sont des luminaires qui consomment moins d'énergie. Dans le cadre de l'efficacité énergétique, on a pris la décision d'enlever les lampes énergivores pour mettre des lampes à faible consommation. Une initiative saluée par les usagers de ces avenues. Mettre des éclairages publics, moi je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Et des fois, on finit les cours tard, quand on sort ici, il n'y a presque pas de gens. Vous voyez? Et quand il fait sombre, donc il y a beaucoup vraiment de l'insécurité. La 2e phase de travaux de réhabilitation de l'éclairage public de la ville intervient après que le chef de l'exécutif provincial ait remis un lot de 5000 LED à la direction provinciale de la SNEL pour réduire le nombre d'accidents de circulation routière. Les bénéficiaires sont également invités à en faire bon usage. Tout en gardant intacte sa notoriété, Télé 50 continue de susciter prestige et curiosité du public. C'est ce qui justifie d'ailleurs la présence dans les locaux de l'espace 50 des étudiants de la 3e année graduée de l'Institut supérieur informatique, programmation et analytique ISIPA, venus nombreux ce samedi 8 mai, non seulement pour visiter, mais surtout en direct, pour passer en direct leur examen de fin d'année sur l'entrepreneuriat, un cours qui leur est dispensé par Jean-Marie Kassamba.
Habillés tous en tenue des villes comme leurs professeurs, ces étudiants finalistes du cycle des graduats de l'ISIPA en informatique étaient au total 82 et répartis en 9 groupes considérés comme les comités de gestion d'entreprise nouvellement créés, dont on sait desquels chacun des membres occupe une fonction dans l'organigramme. Cet exercice intervient dans le cadre de l'examen des fins d'année du cours de l'entrepreneuriat dispensé par Jean-Marie Kassamba. L'entrepreneuriat ne doit pas être enseigné seulement dans la théorie, mais beaucoup plus avec pratique. Chaque groupe s'était choisi un secteur précis dans lequel il s'est attelé, notamment les transports, l'agro-pastoral, voire même une coopérative. Les étudiants satisfaits de cette innovation signée Jean-Marie Kassamba, ils ont souhaité que cette manière d'enseigner soit perpétuée pour les générations à venir. C'est plutôt intéressant pour nous tous en fait, vu que c'est la première fois qu'on fasse d'ailleurs une défense à la chaîne. Je pense même que c'est une première, c'est là où c'est fait. Franchement, pour moi, ça m'a vraiment aidé et j'ai trouvé vraiment une initiative très encourageante parce que ça nous a permis de donner le meilleur de nous, tout en sachant que c'était la première fois. Pour lier l'utile à l'agréable, Jean-Marie Kassamba a partagé un repas de cœur avec ses hôtes des marques. Une vingtaine des transporteurs illégaux des bois est bloquée à Box. Nous sommes dans la province de Ouélé, une décision qui s'inscrit dans le cadre du contrôle voulu rigoureux par le gouverneur Basséane Nanga. Stopper l'exploitation illicite des bois dans le Haut-Ouélé et appliquer les textes réglementaires à la matière en vue de booster l'économie de la province, c'est une des préoccupations du gouverneur Christophe Basséane Nanga et son gouvernement. Ici à Bo, où le numéro 1 du Haut-Ouélé travaille pour la transformation de ces villages limitrophes avec l'Ituri par Arou en une zone franche, ces plusieurs cargaisons de bois sont arrêtées après tentative de fraude à l'exploitation vers l'Ouganda. Les ministres provinciaux des Finances et celui de l'Environnement Ismaël Bounzé et Raphaël Marie Masoki y sont en mission pour ce faire. Ces camions détruisent et tout l'investissement qui est fait pour les routes aussi doivent respecter les tonnages. Autrement, la dizaine d'ouvrages d'art, des ponts qui ont été construits récemment sur fonds propres du gouvernement provincial risquent d'en pâtir. On a pu beaucoup sensibiliser les transporteurs pour leur dire qu'il faut respecter la réglementation et aussi voir est-ce que ces bois profitent à la province. Pendant ce temps, à Isiro, le gouverneur Christophe Basséane Nanga préside le conseil des ministres au cours duquel 2 arrêtés de fonctionnement d'une ASBEL et l'autre portant lotissement public à Ouacha sont adoptés avant de recevoir le journaliste d'investigation Israël Moutombo en mission dans la province. Les impressions, c'est la route, parce que je n'ai pas utilisé une Jeep depuis Arou jusqu'ici à Isiro. J'étais dans une petite voiture Primo, mais j'ai roulé à vive allure. Je pouvais rouler à 100, je pouvais rouler à 120 à un moment donné. La route est à terre battue, on a bien arrangé à 80%. Ça m'a permis d'arriver ici. C'est cette gouvernance pragmatique d'innovation visible du gouverneur Christophe Basséane Nanga pour l'union sacrée de la nation que prend le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui témoigne tous les hôtes des marques qui passent à Isiro dans le Haut-Ouélé. À direction de la province de l'Équateur où les collectifs des responsables des maisons des presse ont décerné des diplômes de mérite à quelques acteurs de développement de leur province, parmi lesquels le professeur Putu Bokenga Faustin, DG de l'ISTEM Mbandaka comme meilleur bâtisseur de l'année 2020. Il est parmi les 10 lauréats primés par la presse locale de la ville de Mbandaka. Le professeur Putu Faustin Bokenga, alors directeur général de l'ISTEM Mbandaka, a été reconnu par les Chevaliers de la Plume comme meilleur bâtisseur au regard de ses réalisations depuis qu'il dirige de main de maître le comité de gestion des instituts supérieurs. Il y a 5 ans, ISTEM Mbandaka ne ressemblait à rien. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce digne fils de l'Équateur a réussi à doter ISTEM Mbandaka de nouveaux bâtiments abritant les auditoires, les bureaux des professeurs et même une salle polyvalente sans compter les matériels didactiques pour professeurs et étudiants. Un diplôme lui décerné à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse qui a coïncidé avec la sortie officielle du collectif des responsables de maisons de presse de Mbandaka. Signalons que le lauréat primé ont chacun excellé au cours de l'année 2020 dans les domaines bien précis pour l'émergence de la province de l'Équateur.
Quelques jours après le terrible incendie qui a frappé l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu, laissant des centaines d'étudiants sans abri, le député national élu des Kabari au Sud Kivu, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, un bon père des familles et soucieux de l'éducation de ses électeurs, a dépêché une délégation de la fondation qui porte son nom pour apporter une première aide urgente, composée notamment des vivres et non-vivres. Des sacs de riz, des sacs de farine, des rames de papier, des couvertures et consorts, voilà en gros l'assistance qu'a apporté la Fondation Claude Nyamugabo aux victimes de l'incendie qui a touché l'Institut supérieur pédagogique ISP Bukavu il y a quelques jours. Informé des conditions de précarité dans lesquelles vivotent les étudiants qui ont perdu tous leurs biens, l'honorable maître Claude Nyamugabo Baziboué, patron de la fondation éponyme, a dépêché une délégation conduite par la coordonnatrice de la fondation, Nidia Kabaré, dans cette institution d'enseignement supérieur afin de remettre une aide urgente dans l'objectif de permettre les étudiants sinistrés d'avoir quoi mettre sous la dent et dormir paisiblement. Les responsables de l'ISP ont de prime abord donné l'aperçu global des conditions dans lesquelles se trouvent les étudiants avant de revenir sur les besoins nécessaires dont ils avaient besoin. Notre sentiment, c'est de profonde gratitude envers la fondation Nyamugabo, qui connaît très bien l'institution et qui nous a souvent assistés même en des périodes difficiles. Quand il était encore gouverneur ici, nous tenons à le remercier beaucoup pour cette promptitude. C'est pour nous très profond, ça nous touche jusqu'au fond du cœur. C'est des périodes comme celle-ci où on connaît les meilleurs amis. Nous sommes très ravis, nous savons qu'il y a beaucoup de défis à relever dû à cet incident-ci, mais c'est déjà un pas. Si toutes les autres personnalités pouvaient imiter ce geste, on pourrait réaliser bien des choses. Nous sommes très ravis. Pour les étudiants bénéficiaires, ces gestes tombent à pic au vu des besoins pressants qu'ils présentaient à cause du malheureux drame qui a touché certains hommes des étudiants, obligés alors de passer la nuit dans des conditions difficiles. La délégation de la Fondation Claude Nyamugabo a visité les vastes champs de ruines après l'incendie qui a tout emporté sur son passage. Après le Lubumbashi, Kolwezi, la coordination du changement intégral pour le développement du Congo vient d'être installée à Kamina dans le Olomami. Plusieurs adhésions ont été enregistrées lors de la cérémonie animée par le coordonnateur national de cette plateforme citoyenne politique chère au député national Nanomemba Ebenga qui accompagne les actions du chef de l'État. C'est au cours d'une grande manifestation dans la salle du lycée Maidio que le coordonnateur national du changement intégral pour le développement du Congo procède à l'installation du comité provincial de cette association sans but lucratif à Kamina dans le Olomami. C'est que nous ne sommes pas un parti politique. C'est que nous ne sommes pas une association affiliée à un parti politique. Une cérémonie de grande envergure à laquelle étaient conviés le président de l'Assemblée provinciale du Olomami, les représentants du gouverneur, la société civile, les confessions religieuses et autres mouvements politiques et de jeunes venus adhérer à cette nouvelle plateforme citoyenne à caractère apolitique qui a vu le jour grâce aux initiatives managériales des députés nationaux Jean-Marc Kabound et Nanomemba dans le but d'accompagner la vision du chef de l'État. Puis le mot de l'exécutif provincial, Jean-Denis Ngando promet d'accompagner cette vision. Le patriotisme doit être le maître mot qui doit nous animer. Le patriotisme veut dire tout simplement l'amour de la patrie. Sans aimer notre patrie, nous allons divaguer. Nous allons aller dans tous les sens sans arriver au but. Après le Lubumbashi, Kolwezi et Kamina, le CIDC continue sa marche pour conquérir tous les pays. Et c'est le week-end, on va parler sport avec le football et la suite du championnat de la Vodacom Première Ligue. Un menu costaud ce dimanche, 4 matchs dans différentes villes à suivre à Lubumbashi. Lupopo face à Sa Majesté Sangabalende et puis dans cette même ville, Bazano sera opposé à Maniema Union. Kolwezi Blessing va recevoir Dauphin Noir au stade Dominique Duhor. Et la grande affiche, c'est au stade des Martyrs ici à Kinshasa avec les derbies entre le Daring Club Motema Pembe et la Vita Club.
Ancien joueur des Immaculés, ce match sera un premier test pour Gladys Bokessi en tant qu'entraîneur du Daring Club Motema Pembe, surtout après la défaite dernière contre Renaissance du Congo. Et pour Florent Ibenge, le Daring Club Motema Pembe est un adversaire à prendre au sérieux, quelle que soit sa posture. On sait que chaque jour suffit sa peine et dimanche ça va être très compliqué, donc on se prépare pour pouvoir faire face à cette opposition et de la meilleure manière possible. On ne peut pas battre des rings facilement, donc il faut continuer à travailler. Une équipe qui a eu moins de réussite dans le championnat que nous, mais elle reste toujours dangereuse à n'importe quel match, elle est capable de battre n'importe qui dans ce championnat. Donc à nous de faire en sorte que dimanche, ça soit le jour où le Daring est moins bien. Donc à nous d'exploiter les points faibles du Daring et d'augmenter nos points forts. On continue à travailler jusqu'à demain pour mettre une stratégie en place pour pouvoir les battre. 1-0, ça nous va. Vous avez dit qu'on les avait battus difficilement. Eh bien, on ne refuse pas que ça soit difficile et qu'on les batte quand même à la fin. Qu'on ne veuille pas, un derby reste un derby. La préparation d'un derby, elle est toujours différente. D'abord parce qu'il faut inculquer aux joueurs l'esprit de la gagne, l'esprit de faire en sorte de trouver une victoire pour ce derby. Donc ce qu'on a fait pendant la semaine, on a essayé de le dépresser, de sortir la pression en nous, de plutôt c'est faire plaisir parce que tout joueur rêve de jouer ce genre de match. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Pour certains qui ont déjà l'habitude, on les a juste dit que voilà, c'était notre derby. Si vous en avez gagné dans le passé, vous avez manqué, vous avez raté. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Récemment nommé, le gouverneur militaire du Nord Kivu et l'Ituri ont voulu d'abord échanger avec les présidents du Sénat face à la lourde tâche qui les attend, raison de leur réception par Bahati Lukwebo. Encore une fois, Marie-Olive Lembe vole au secours des nécessiteux. Dans le Haut-Katanga, l'épouse de l'ancien chef de l'État vient de prendre en charge l'intervention chirurgicale des enfants nés avec des malformations congénitales. Télé 50 continue à susciter de l'admiration par sa notoriété. Ce samedi, elle a été visitée par les étudiants de 3e graduat de l'ISIPA. Ses disciples de Jean-Marie Kassamba ont également passé en direct leur examen des fins d'études sur l'entrepreneuriat. Et puis en sport, vous avez suivi football. La ville de Kinshasa va vivre ce dimanche au rythme du choc entre le Daring Club Motema Pembe et l'AS Vita Club au Stade des Martyrs. Ces derbys comptent pour la suite du championnat de la Vodacom Première Ligue. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. L'ASBL Message de Graal au Congo, par son président représentant légal, M. Innocent Daniel Pia, au lendemain de l'investiture du gouvernement Sama Lukonde, Jean-Michel, tient à rassurer le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de son soutien pour sa vision de restaurer un véritable état de droit dans notre pays à travers la libération de l'appareil judiciaire, socle de la vraie démocratie. Tient à féliciter également le Premier ministre et les membres de son gouvernement que nous encourageons pour avoir adopté la vision du chef de l'État pour sa déclaration, je cite, « Notre priorité est celle de faire triompher le droit sur l'arbitraire, la prospérité sur la misère, la paix sur la guerre, la cohésion sur la division et la solidarité sur l'égoïsme. » Fin de citation. Et enfin, à encourager la justice de notre pays et qui s'affranchit de plus en plus à continuer à dire le droit aussi en faveur de plus faibles comme des plus forts. L'ASBL Message de Graal au Congo, par son président représentant légal, M. Innocent Daniel Pia, profite de l'occasion pour solliciter auprès du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et auprès du gouvernement Sama Lukonde Jean-Michel de bien
vouloir accompagner la décision judiciaire de déguerpissement des occupants illégaux et de résoudre définitivement le problème de spoliation de sa concession dans laquelle elle a érigé le temple du message de Graal, concession occupée jusqu'à maintenant par les personnes sans titre ni qualité depuis plus de 20 ans, mettant dehors les ayants droit. La présence dans cette concession de ces spoliateurs, soutenus par des malfaiteurs de tous ordres, donne une mauvaise image du message du Graal et de notre pays. En effet, le 23 avril 2021, un jugement du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, rendu sous RC 120-342, a donné raison à l'ESBEL Message du Graal au Congo, dirigé par M. Nda Guié, détenteur des titres fonciers authentiques, ordonnant le déguerpissement immédiat des spoliateurs. Face à cet état des choses, le droit de la force de droit en ce qui concerne les individus sans titre ni droit s'obstine à bloquer l'exécution du jugement subdivisé rendu au nom du peuple congolais et exécuté au nom du chef de l'État, magistrat suprême, sous couvert du numéro RH 55167. L'ASBEL Message du Graal au Congo en appelle à la vigilance des animateurs de la justice, premier pilier de l'état de droit, pour assurer l'exécution effective de la décision du tribunal de grande instance Kinshasa-Gombe, si haut référencé. Contrairement aux rumeurs qui circulent dans les médias en ligne et réseaux sociaux, il n'y a ni rapport ni note d'observation de l'IGF sur l'INPP. La cellule de communication de l'INPP condamne cette mauvaise pratique d'outils de communication digitale par certains confrères journalistes et les appelle à respecter la mission des inspecteurs de l'IGF qui n'ont aucun rapport préliminaire à faire à la presse. Par ailleurs, tout celui qui, de près ou de loin, chercherait à troubler la paix sociale chèrement acquise au sein de cet établissement public par voie de chantage, dénonciation calomnieuse et tentative de soulèvement se verra traduit en justice conformément au code de procédure pénale et devra répondre de ses actes devant les cours et tribunaux et même à la commission des disciplines de la corporation des journalistes conformément au code d'éthique et déontologie journalistique. Pour finir, la délégation syndicale de l'INPP s'est jointe par le canal du représentant du personnel pour mettre en garde tout complice de ces mauvaises pratiques, car les échos des agents de l'INPP passent par la délégation syndicale et ceci conformément à la convention collective de l'INPP et au code du travail congolais au but de pérenniser un bon climat de travail. Fait à Kinshasa le 6 mai 2021, signé Ilunga Mboui Tix, responsable des communications et presse, et Chole Mayango Rehema, représentant du personnel et président national syndical.